Et bienvenue à tous avec une émission politique ce matin sur France Info qui change un petit peu de forme. Le premier débat des porte-parole et soutiens d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Il y aura deux rendez-vous, deux mercredis d'entre-deux tours ce matin pour débattre des programmes, des idées, des candidats respectifs. Christophe Castaner, député des Alpes de Haute-Provence pour Emmanuel Macron. Bonjour à vous. Bonjour. Nicolas Bay est là également, secrétaire général du Front National pour Marine Le Pen. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Et Jean-Michel Apathy, bien sûr, fidèle au poste. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Et c'est vous, pardonnez-moi, qui lancez cette discussion sur l'actualité toute récente. Une cérémonie émouvante d'hommage aux policiers assassinés jeudi à Paris a eu lieu hier à la préfecture de police de Paris. Et le compagnon du policier tué a ému tous ceux qui ont entendu son discours. Je suis rentré le soir sans toi. Avec une douleur extrême et profonde, qui s'apaisera peut-être un jour, je l'ignore. Cette douleur m'a donné le sentiment d'être plus proche que jamais de tes camarades qui souffrent, comme toi, silencieusement. Comme moi, silencieusement. Et pour ce qui me concerne, je souffre sans haine. Ce témoignage, Nicolas Bay, a-t-il une valeur politique pour vous? Pas de haine. D'abord, ce témoignage, il suscite évidemment le respect de chacun, bien sûr. Ce qui s'est passé est abominable. C'est un policier dans l'exercice de ses fonctions qui a été frappé par le terrorisme islamiste sur notre sol. C'est l'autorité de l'État, c'est la France qui a été frappée Lutter, mais travers sans ce haine. policier. Oui, Sans bien sûr. amalgame, sans haine. Oui, d'autant plus qu'en politique, je crois que ce qui rend l'action efficace, précisément, c'est de ne pas avoir de haine, de voir les choses avec rationalité. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce terrorisme, il a frappé, ensanglanté, endeuillé la France à de très nombreuses reprises depuis 2 ans. Ça nécessite des réponses politiques extrêmement fortes. On va en parler, des réponses politiques. Il y a l'hommage, bien sûr, il y a le temps du deuil. Je voulais juste parler des sentiments et de la démarche politique. Christophe Castaner, ce témoignage? Le témoignage d'Étienne est émouvant. Il appelle le respect. Il ne devrait même pas appeler le commentaire. Et surtout pas la récupération. La récupération des actes terroristes, on l'a vu ces derniers jours, c'est certainement la pire des choses que l'on peut faire en politique. S'agissant de la lutte contre le terrorisme, Marine Le Pen a déclaré à propos de son adversaire du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, ceci que nous allons entendre. Monsieur Macron est faiblard, puisqu'il avait même, le lendemain de l'attentat, indiqué qu'il n'allait tout de même pas faire un programme contre le terrorisme en une nuit. Voilà donc quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle et qui n'a pas de programme pour mettre en protection le peuple français face au danger du terrorisme islamiste. Pourquoi Emmanuel Macron est-il faiblard, Nicolas Bay, selon vous? Parce qu'il est dans la lignée du hollandisme et des déclarations de Manuel Valls il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. Et ça, c'est un aveu d'impuissance politique, d'une absence totale de volontarisme politique pour résoudre les problèmes fondamentaux des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la France est frappée par le terrorisme, évidemment, il y a le constat, c'est que des factions islamistes, et notamment Daesh, nous fait la guerre. Le risque zéro, à l'évidence, il n'existe pas. En revanche, il faut se donner les moyens et tout mettre en œuvre pour protéger les Français. Et c'est ça qui n'est pas fait. Bien sûr qu'on rend hommage au policier qui a été lâchement assassiné, mais ensuite, la responsabilité des politiques, c'est d'éviter que ça se reproduise. Et pour éviter que ça se reproduise, il faut traiter à la fois le problème en aval, c'est-à-dire le problème de l'islamisme radical qui continue de prospérer sur notre sol. Pas de fermeture de mosquées radicales, pas d'expulsion des djihadistes étrangers. Et puis, le problème n'a pas été résolu non plus en amont. Et le problème en amont, c'est évidemment la question des frontières et de l'immigration massive. Et vous le dites, le risque zéro n'existe pas, Nicolas Bay. Non, mais bien sûr qu'il n'existe pas, mais il faut se donner les moyens réels et prendre les mesures politiques pour empêcher que la France soit à nouveau endeuillée. Christophe Castaner. Vous voyez, la récupération, c'est ça. C'est Madame Le Pen qui, au lendemain du décès de ce policier sur les Champs-Élysées, déclare dans un meeting « Avec moi, il n'y aurait pas eu d'attentat » et qui remonte jusqu'à Mohamed Merah. Tout cela est faux. Tout ça, c'est du mensonge. Et puis, c'est la même Madame Le Pen qui, on le voit bien, insulte son adversaire, ne le respecte même pas. Évidemment que nous n'élaborons pas un projet de lutte contre le terrorisme dans une nuit, parce que nous avons construit un projet qui prévoit des interventions renforcées sur l'international, parce qu'il faut aller frapper Daesh et l'islamisme radical là où il se développe, là où il y a des bases de soutien sur les interventions en France. Je pense au Sahel et je pense au Levant. Évidemment qu'il faut reconstituer le renseignement intérieur qui a été détruit
pendant 10 ans par la droite au pouvoir, et donc il nous faut donner les moyens de le refaire. Ça englobe aussi François Hollande alors. Non, parce que les 3000 emplois qui avaient été supprimés sur l'enseignement intérieur ont commencé à être reconstitués, mais il faut aller plus loin. Évidemment qu'il faut créer un 4e corps d'armée sur la cyberdéfense, parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Tout ça est au cœur du projet politique porté par Emmanuel Macron. Et entendre une candidate qui déclare « il est faiblard, il n'a pas de projet » et qui récupère la mort de cet homme sur les Champs-Élysées et de celles et ceux qui ont été victimes des attentats, je vous le dis, c'est indigne. Non, mais c'est indigne honteux de dire ça, il n'y a aucune récupération. Il y a simplement le constat qu'Emmanuel Macron, le candidat que vous défendez, non mais le candidat que vous défendez, c'est elle qui le déclare dans un meeting. C'est elle qui déclare ça. Oui, mais bien sûr, parce que c'est une réalité, parce que tous ceux qui ont frappé la France, tous ceux qui ont frappé la France depuis 2 ans, ils sont tous immigrés ou issus de l'immigration. Tous ont été bénéficiaires dans notre pays du laxisme judiciaire. Si, bien sûr que si. C'est de l'amalgame. Ils sont tous immigrés ou issus de l'immigration. Je ne dis pas qu'il y en a un certain nombre qui moi aussi, je suis issu de l'immigration. Et je ne vous permets pas de m'insulter. Mais moi aussi, je dis simplement que je fais un constat. Que les gens issus de l'immigration. C'est interdit de faire un constat, M. Castaner, de constater que, évidemment, l'immigration génère aussi sur notre sol non seulement de la délinquance et de la criminalité, mais aussi du terrorisme. Et de la stigmatisation. Mais pas du tout. C'est vous qui, en fait, vous êtes très mal à l'aise sur ce sujet. Et Emmanuel Macron est très mal à l'aise sur ce sujet parce que, à la fois en raison à la fois de la solidarité gouvernementale qui fait qu'il est responsable des politiques qui ont été menées depuis 2 ans, qui ont été un échec total en matière de lutte contre le terrorisme, et aussi du fait que sur ces sujets-là, on ne l'a pas entendu du tout de toute la campagne. Il est lourdement discrédité. Là encore, vous mentez, monsieur B. Christophe Castaner, répondez. Non, mais vous voyez, les amalgames, la stigmatisation, le fait de dénoncer tous les terroristes qui sont issus de l'immigration. Moi aussi, je suis le fruit de l'immigration, et je crois qu'autour de cette table, nous sommes nombreux à l'être aussi. Et donc, je pense que stigmatiser les gens, dénoncer tous ceux qui auraient une origine des pays du Maghreb, et faire ce lien avec le terrorisme, je vous le dis, c'est dégueulasse. Écoutez, ceux qui ont frappé au Bataclan, ils sont passés par les filières de l'immigration clandestine. Il faut absolument... Non, mais attendez, pour vous, monsieur B, c'est un débat tabou, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous dites, c'est des grands mots, il faut lutter, il faut améliorer les dispositions techniques, etc. Mais vous refusez de voir... On est deux à parler, monsieur Vous refusez de voir la réalité des faits. Alors que monsieur B arrête ses tunnels. Non, mais la réalité des faits, c'est simplement qu'on a un véritable chaos migratoire, une immigration qui est totalement anarchique, à la fois une immigration légale, 200 000 entrées par an, des dizaines de milliers de clandestins qui y rentrent, et la libre circulation auquel l'Union européenne, que l'Union européenne considère comme un dogme et auquel Emmanuel Macron est très attaché, c'est aussi la libre circulation des délinquants, des criminels, des terroristes, la libre circulation des armes, et ça, évidemment, il faut le réguler, c'est-à-dire qu'il faut mettre, non pas fermer les frontières, comme vous le dites bêtement, mais simplement protéger nos frontières. Nicolas B, merci beaucoup. Vous répondez, Christophe Castaner, on passera au titre juste après. Vous savez, cette démonstration n'existe pas. Quand j'entendais hier Marine Le Pen, sur une grande chaîne de télévision, nous expliquer que les chiffres d'immigration étaient cachés, alors qu'il suffit d'aller sur l'INSEE pour les découvrir. Et puis là, M. B nous donne un chiffre. Donc on voit bien que tout ça n'est construit que sur de l'affirmation. Et le fait aujourd'hui de mettre en cause tous ceux qui sont d'origine étrangère, parce que c'est ça que M. B a fait tout à l'heure, et d'expliquer qu'ils sont la cause, s'il vous plaît, M. B, et expliquer qu'ils sont la cause du terrorisme, je vous le dis, c'est indigne. C'est indigne de la fonction. Et la récupération de Marine Le Pen, qui ose déclarer qu'avec elle, il n'y aurait eu 0 attentat, c'est un mensonge. Et ça, c'est pas une façon de faire de la politique. Aujourd'hui, il faut s'armer. Il faut s'armer contre le terrorisme. Il faut reconstruire notre renseignement terrestre. Il faut lutter contre toutes les propagations des idées islamistes. Il faut les frapper sur place. Ça, c'est un vrai projet politique. Et c'est pas seulement de la dénonciation. Et le débat continue sur France Info. Il continue dans 1 minute tout pile. Il est 8h40. Passé d'1 minute. Victor Maté pour l'essentiel, s'il vous plaît. Avec Marine Le Pen qui se dit candidate du peuple face à Emmanuel Macron, candidat de l'oligarchie. La candidate du Front National hier soir sur TF1 assure qu'elle disposera d'une majorité, comme Emmanuel Macron en cas de victoire à la présidentielle. Emmanuel Macron lui était sur France 2, pas d'excès de confiance, rien n'est gagné pour le second tour, estime le candidat d'En Marche. Il tente, comme sa concurrente, de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron sur le terrain, attendu ce midi à Amiens, rencontre dans sa ville natale avec l'intersyndicale de Whirlpool. L'usine doit fermer l'an prochain pour être délocalisée en Pologne avec près de 300 emplois menacés à la clé. Le classement annuel de la liberté de la presse dans le monde, publié par Reporters sans frontières, liberté qui n'a jamais été aussi menacée, dit RSF, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Très grande détérioration en Europe également, où les attaques contre les médias se multiplient. La France remonte tout de même de la 45e à la 39e place. Et puis au Venezuela, de nouvelles violences redoutées. L'opposition retourne dans la rue aujourd'hui pour faire tomber le président Maduro. Les affrontements depuis les débuts du mois à Caracas et dans de nombreuses villes ont fait près de 30 morts.
France Info. Débat d'entre-deux tours sur France Info ce matin avec les soutiens des deux candidats, Christophe Castaner pour Emmanuel Macron et Nicolas Bay pour Marine Le Pen. Jean-Michel Apathy, on va parler d'Europe. Oui, d'Europe. Alors le débat, c'est l'un après l'autre. Donc quand l'un parle, l'autre écoute. Puis il répondra, l'Europe, parce que c'est notre cadre de référence depuis 40 ans. Certains n'y croient plus, mais Emmanuel Macron y croit encore. Ce que vous proposez, c'est le nationalisme. Moi, je viens d'une région où les conflits entre justement les pays d'Europe et Jean Lassalle l'a très bien rappelé, il faut savoir d'où on vient et où cette séparation nous ramènera. Le nationalisme, c'est la guerre. Moi, je viens d'une région qui est pleine de ces cimetières. Le nationalisme, c'est la guerre. C'est pas un argument qui a un peu vieilli, Christophe Castaner? Non, vous savez, la question des patriotes, il y avait les patriotes de la ligne Maginot, ceux qui pensaient qu'en construisant des murs juste à nos frontières, on allait se protéger. Puis il y a les patriotes qui ont reconstruit la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces patriotes-là, ils ont fait la résistance, puis ils ont reconstruit. Ils ont reconstruit aussi la fraternité au niveau de l'Europe. Et je crois que la stigmatisation, le rejet, le fait de vouloir systématiquement mettre des barrières ne permet pas d'apporter la réponse. Et sur l'économie, une chose est sûre, nous sommes dans une économie mondialisée. Et c'est à l'échelle d'une Europe puissante qu'il nous faut réorienter, qu'il nous faut changer, qu'on arrivera à s'armer et à défendre nos entreprises. Mais on peut dire aujourd'hui le nationalisme, c'est la guerre encore, comme on le disait il y a 30 ans? Je crois que ceux qui aujourd'hui stigmatisent systématiquement l'autre, l'étranger, sèment des graines qui vont amener à des tensions et qui peuvent amener à la guerre. Je ne dis pas que c'est le propos constant du Front National, mais ceux qui aujourd'hui font cela, ceux qui dénoncent dès qu'on parle d'attentats, les 6 millions de musulmans qui vivent en France dans la paix avec nous, je pense qu'effectivement, ils posent des graines qui demain peuvent exploser. Nicolas Bay. Je crois que Christophe Castaner, il est emblématique de cette classe politique pour qui il y a des tabous, il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Parler de la question migratoire, ça doit pouvoir être fait, et il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, il s'agit d'identifier les problèmes et de les résoudre. S'agissant de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a bien sûr une communauté de civilisation européenne, qu'il y a des liens d'amitié très forts entre les nations et entre les peuples d'Europe, et en même temps faire le constat, là aussi lucide, que l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite depuis maintenant plusieurs décennies, elle a abouti à une espèce d'impuissance collective des nations européennes. Ce que nous disons, c'est qu'il faut avoir une Europe moins fédérale, moins intégrée, plus démocratique, et plus pragmatique. C'est l'Europe qui fonctionne. L'Europe d'Airbus et d'Ariane, c'est-à-dire des conglomérats industriels qui créent... Aujourd'hui, l'essentiel des pouvoirs sont concentrés sur la Commission européenne, qui est une instance qui n'a pas de légitimité, qui n'est pas élue. Donc il faut donner plus de pouvoir au Parlement. Si je vous demande de me citer 3 ou 4 commissaires européens, peut-être... Faites gaffe, je pourrais le faire, mais c'est pas grave. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Français qui n'identifient pas, et c'est normal, quels sont les décideurs, alors que pourtant ils ont un pouvoir absolument considérable. Ça pose un vrai problème démocratique. Et puis il faut surtout considérer aussi que le fait qu'il y ait des liens entre les nations européennes, qu'il y ait des intérêts communs, ça n'empêche pas d'avoir aussi des intérêts parfois divergents, et qu'on n'est pas à 28 avec des intérêts entièrement communs sur tous les sujets. Donc il faut respecter la liberté, la spécificité de chaque nation. On peut très bien organiser des politiques de coopération, une Europe des nations, et en même temps permettre à chaque pays de décider de son avenir, de maîtriser son destin. C'est pour ça que Marine Le Pen veut retrouver essentiellement 4 souverainetés. La souveraineté, c'est pas un gros mot, elle est une nation, ce que la liberté à un individu, la souveraineté économique, c'est-à-dire la possibilité de faire du patriotisme économique, d'empêcher la concurrence déloyale aussi, par des quotas, des droits de douane, des contingentements quand c'est nécessaire, pays par pays, produit par produit. La souveraineté législative, c'est à éviter que nos lois à l'Assemblée nationale soient souvent des transpositions des directives européennes. Ce qui sous-entend de renégocier les traités, monsieur Bay, ce qui sous-entend de renégocier les traités dont on ne sait pas avec qui vous les renégociez pour l'instant. On va les renégocier avec les autres pays européens. Beaucoup, vous le savez, écoutez, il y a la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, on l'a vu avec les Britanniques il y a quelques mois, beaucoup remettent en cause le fonctionnement actuel de l'Union européenne. On se mettra à la table des négociations et on fera en sorte qu'on puisse construire demain cette Europe des nations souveraines et des peuples libres. Évoquons la souveraineté économique. Whirlpool, c'est une usine qui est à Amiens, menacée d'une délocalisation en Pologne. Emmanuel Macron s'y rend ce matin. Qu'est-ce qu'il va promettre aux salariés de Whirlpool, Emmanuel Macron? D'abord, il ne faut pas dire en allant sur place, je vais régler le problème, parce qu'un président de la République n'est pas là pour régler tous les problèmes. Par contre, s'intéresser à tous les salariés, aux 300 salariés qui sont concernés, leur faire des propositions de formation, faire en sorte que dans l'année qui vient, ils retrouvent tous un emploi. Ça, c'est un engagement que nous pourrons faire en réindustrialisant ce territoire. On a des territoires qu'on a connus sinistrés dans le Nord et qui pourtant ont su, je pense à Hénin-Beaumont par exemple, qui est une ville célèbre parce que c'est le siège
politique de Marine Le Pen, c'est une ville qui a su se reconstruire face à la désagrégation économique de ce territoire. Je pense qu'il faut, sur ce sujet, accompagner les femmes et les hommes dans la transformation de la société. Vous savez, notre monde évolue et certains s'en servent pour faire peur. Je crois qu'au contraire, on a de formidables opportunités dans la transformation de notre économie. Et ce que nous allons faire, c'est accompagner chaque femme, chaque homme, investir massivement sur la formation professionnelle parce que c'est la clé du développement de demain. Accompagner les salariés plutôt que leur promettre des choses qu'on ne tiendra pas, Nicolas B. Oui, et puis résoudre le problème de la concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne. Oui, pour prendre l'exemple de Whirlpool, c'est les délocalisations en Europe de l'Est pour ensuite construire des produits à destination du marché français, par exemple. Évidemment, c'est pas acceptable. Donc, il faut à ce moment-là rétablir des protections douanières. On peut pas accepter. Mais vous pouvez empêcher la fermeture de Est-ce qu'on sauve Whirlpool ou est-ce qu'on dit aux salariés on vous forme, mais Whirlpool c'est fini? Est-ce qu'on sauve Whirlpool? Je pense que peut-être que d'abord le site est sauvable et surtout comment on fait, quelles sont les mesures politiques qui permettent d'éviter la délocalisation? Et bien à ce moment-là, c'est de dire si vous faites ça, eh bien on mettra des protections douanières, des droits de douane, c'est-à-dire ce que font tous les pays du monde. Je vous signale que la Suisse, par exemple, elle met des protections douanières pour éviter qu'une importation de produits agricoles, par exemple, concurrence la production agricole suisse. Les États-Unis l'ont fait il y a quelques mois. Donald Trump a dit à General Motors, Toyota et Ford, si vous installez des unités de production au Mexique pour construire des voitures à destination du marché américain, vous aurez 35% de droits de douane, c'est-à-dire le maximum qu'autorisé par l'OMC. Ce n'est pas encore fait. La guerre commerciale, par exemple, avec la Chine et Donald Trump a finalement mais c'est aussi le problème, par exemple, des travailleurs détachés, exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'ils coûtent moins cher que les travailleurs français. C'est de la concurrence déloyale. Christophe Castaner. Vous savez, la question des taxes, c'est qu'à un moment donné, il faut bien que quelqu'un les paye. Et ce sont les Français qui les paieront. Et Mme Le Pen est en train d'inventer la TVA à 23%, avec une taxation supplémentaire. Et je ne vous parle même pas de la dévaluation du franc, parce qu'on voit que le langage a changé. Maintenant, on ne veut plus sortir de l'Europe, on va faire un référendum. Or, tout le projet politique, toute la dépense politique, 200 milliards d'euros de dépenses supplémentaires dans le projet de Marine Le Pen, ne tient que justement parce qu'elle veut sortir de l'euro. Et donc, il faut avoir en tête que demain, tous les produits de consommation courante seront surtaxés. Elle invente la TVA à 23% et seront ensuite inaccessibles pour nos concitoyens qui vont voir l'effondrement de leur patrimoine, l'effondrement de leur portefeuille. C'est ça la réalité. Je suis désolé, mais c'est exactement le contraire. Le but, c'est justement... Écoutez, on a une balance commerciale. On a une balance commerciale. Oui, très rapidement, on a une balance commerciale qui est déficitaire de 50 milliards d'euros. On aurait évidemment intérêt à freiner légèrement nos importations et à augmenter nos exportations. Et non, mais juste une question simple. Oui, bien qui sûr. va payer la taxe? D'abord, c'est les pays. Sur votre plein d'essence, monsieur B. C'est un bon exemple. Demain, qui va payer la taxe? La taxe, d'abord, c'est ceux qui importent. C'est le client. Ensuite, pour prendre l'exemple du plein d'essence, c'est un bon exemple. Oui, qui va payer la taxe? Je vous signale que le prix à la pompe, c'est près de 70% de taxes. Oui. Donc, en réalité, mais vous en rajoutez combien? C'est-à-dire la TVA, la TIPP, etc. Vous en rajoutez combien de taxes? Annoncez-le. Non, mais qu'on fasse une taxe qui touchera principalement les matières premières, ça ne nous empêche pas ensuite, en faisant ça et en évaluant notre monnaie moins fortement, de pouvoir relancer nos exportations, dont on tirera un très gros bénéfice sur le plan économique. C'est-à-dire que vous avez une vision totalement partielle de l'économie française. Qui va payer ces taxes? Encore une fois, ce sont les pays. Est-ce que c'est le consommateur qui a le dernier recours paie les taxes? C'est ça. Non, mais sûr que non. Et c'est ce qui va permettre à nos entreprises françaises de beaucoup mieux exporter. Donc on en tirera davantage de bénéfices que d'inconvénients, c'est tout. J'aurais réponse simple sur qui va payer la taxe. Les pays qui, en l'occurrence, les pays qui produisent. Voilà, chacun se fera son jugement sur qui va payer la taxe. Celui qui fera son plein d'essence. Et il est 8h51 sur France Info. On se retrouve dans une minute tout pile. Victor Mattei. Convaincre un maximum d'électeurs, notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon, la bataille se poursuit entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Sur TF1, la candidate du FN a dénoncé le projet de son adversaire et une France, je cite, soumise. Le candidat d'En Marche, dont la victoire contre l'extrême droite n'est pas acquise, a rappelé hier François Hollande, sera en meeting à Arras ce soir dans le Pas-de-Calais. Avant cela, une rencontre à midi avec l'intersyndicale de Whirlpool à Amiens. L'usine doit être délocalisée l'an prochain en Pologne, avec à la clé près de 300 emplois menacés. À 11 jours du second tour, la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, choisit, c'est une première, un candidat. Ce sera Emmanuel Macron. La Manif pour tous, de son côté, appelle à ne pas voter pour le candidat d'En Marche, jugé anti-famille. Le témoignage de Patrick Dils, attendu ce matin au procès du double meurtre de Montigny-les-Metz, c'était en 1986. Patrick Dils qui a passé 15 ans en prison avant d'être acquitté dans cette affaire. Désormais, Francis Holm est le seul accusé. Hier, il a de nouveau clamé son innocence. Et puis en football, Angers 2, Guingamp 0. Angers qualifié pour la finale de la Coupe de France. Son adversaire, ce sera le PSG ou Monaco qui s'affrontent ce soir pour la deuxième demi-finale.
France Info. Christophe Castaner est avec nous ce matin sur France Info avec Nicolas Bay aussi. Débat d'entre-deux tours sur France Info. Jean-Michel Question, on parle d'économie et de chômage. Oui, le chômage est une question évidemment qui angoisse depuis des décennies maintenant la société française et pour tenter d'y apporter une réponse, Emmanuel Macron a fait une proposition d'indemnisation différente des chômeurs. On écoute Emmanuel Macron. Si je vous offre une offre décente d'emploi après un bilan de compétences, vous pouvez avoir un refus mais pas deux. Et donc vous ne pouvez plus me dire j'ai droit au chômage pendant X mois parce que j'ai cotisé X mois pour avoir ce droit. C'est fini. C'est un système qui est universel avec des droits et des devoirs. Un refus mais pas deux, être plus sévère avec les chômeurs, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Le projet, c'est d'universaliser les droits. Aujourd'hui, un commerçant, un artisan, quelqu'un qui prend un risque n'a pas le droit au chômage. Quelqu'un qui décide de démissionner pour refaire sa vie n'a pas le droit au chômage. Donc nous voulons élargir les droits au chômage à tous. Mais la contrepartie, en même temps, la contrepartie, ce sont des devoirs, la recherche active. Mais nous nous mobilisons, nous allons mobiliser 15 milliards d'euros pour la formation, mais faire en sorte qu'une fois que vous formez quelqu'un par rapport à un emploi qui est nécessaire et qui est utile sur ce territoire-là et qui est ouvert, il faut que la personne ne refuse pas plus de 2 offres. On crée des droits. On a des devoirs. On entend là Emmanuel Macron dire une proposition décente, mais pas deux. Comment est-ce qu'on va évaluer la proposition décente ou pas par rapport aux qualifications des gens, par rapport au travail qu'ils avaient avant? Vous savez, beaucoup de pays le font, donc on a une vraie expérience. C'est quoi? C'est à proximité de votre domicile, c'est le même niveau de rémunération et c'est en lien avec le boulot que vous aviez avant ou la formation qu'on vous a offert. Ça me paraît logique. Nicolas Bay, sur ce genre de proposition? D'abord un mot sur le bilan. Emmanuel Macron à Bercy, 400 000 chômeurs de plus. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc c'est bien de donner le leçon d'économie et d'emploi, mais quand on voit le bilan, il est désastreux. Sur la proposition. Ensuite, c'est toujours la même rengaine avec les socialistes, c'est-à-dire qu'ils préfèrent culpabiliser. Bah, si, je crois quand même. J'ai vu que votre candidat n'était plus Front National. Hollandien et socialiste, mais on veut culpabiliser les chômeurs, on s'attaque aux chômeurs, on s'attaque au chômage. Moi, je crois que pour résoudre le problème du chômage, il y a 2 choses. Vous parlez comme la gauche. Non, mais je crois que c'est important. Il y a un côté un petit peu insupportable d'avoir un gouvernement qui a augmenté de façon spectaculaire le chômage, 1 100 000 chômeurs de plus réels en 5 ans. On veut culpabiliser les chômeurs. Et qui, en permanence, s'en prend du coup aux chômeurs, qui évidemment sont les premières victimes. Bon, 2 choses pour résoudre, principalement, 2 axes en tout cas, pour résoudre le problème du chômage. À la fois un État qui assume à nouveau ses fonctions, c'est-à-dire qui protège l'économie française, qui organise le patriotisme économique, aujourd'hui interdit par Bruxelles, c'est-à-dire la simple possibilité pour les entreprises françaises d'être prioritaires dans la commande publique française. Et en même temps un État qui ne joue que son rôle, c'est-à-dire qui libère l'économie française. Aujourd'hui, on cumule tous les défauts du socialisme et tous les défauts de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire qu'on a à la fois un État omnipotent, tentaculaire, qui paralyse l'économie française, avec une fiscalité qui est confiscatoire, des charges qui sont beaucoup trop élevées, et en même temps un État qui n'assume pas ses fonctions protectrices. Revoir les conditions d'indemnisation du chômage, ça ne vous paraît pas être une bonne piste? Mais qu'on mette la question est simple. Bien sûr que si. On peut, éviter la fraude, améliorer les dispositifs existants, mais il faut maintenir évidemment l'indemnisation des chômeurs et surtout régler le problème du chômage. C'est-à-dire que... C'était les conditions d'indemnisation du chômage. Oui, mais on s'attaquera aux conséquences, alors qu'il faut s'attaquer aux causes. Vous l'avez dit, vous avez fait une allusion, Marine Le Pen a abandonné la tête du Front National. On écoute Marine Le Pen. J'ai toujours considéré que le président de la République est le président de tous les Français et qu'à ce titre, il doit donc rassembler tous les Français. C'est la raison pour laquelle il m'est apparu indispensable de me mettre en congé de la présidence du Front National. Ce qui nous étonne ce matin, c'est ce que rapporte le journal Le Parisien. Le remplaçant de Marine Le Pen à la tête du Front National s'appelle Jean-François Jalc, qui a tenu des propos négationnistes il y a 10 ans dans une revue. Il doutait notamment de l'utilisation des gaz toxiques dans les camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez ces propos de Jean-François Jalc? Non, d'abord, je ne connais pas ces propos. D'ailleurs, je mets en doute leur véracité. Jean-François Jalc est un cadre du Front National, un député européen, quelqu'un d'extrêmement sérieux et qui n'a rien à voir avec ce genre d'idée. Marine Le Pen a fait ce choix de se mettre en congé de la présidence du Front National parce que pour être élue présidente de la République le 7 mai, elle veut montrer aussi aux Français qu'elle sera la présidente de tous les Français et qu'elle veut se libérer donc des contingences de l'organisation d'un parti politique. Vous êtes certaine du passé de celui qui la remplace à la tête du Front National? Je connais Jean-François Jalc depuis de nombreuses années et je peux vous dire qu'il est tout à fait étranger à ce type d'idées ou de déclarations. On aura l'occasion sans doute de vérifier tout ça. Christophe Castaner, le retrait de Marine Le Pen de la tête du Front National? C'est un coup de communication qui lui a permis hier soir sur TF1 de dire « Je ne suis pas la candidate du Front National », je la cite, et chacun sait ce qu'elle est réellement. Elle est de toute façon surtout la candidate d'un clan familial, celui des Le Pen, et elle poursuit l'œuvre.
Emmanuel Macron a été secrétaire général adjoint de François Hollande. S'il était élu président de la République, ce serait une première. Le président de la République passerait le relais à son secrétaire général adjoint. Ça conforte l'idée qu'émettent certains que peut-être il est un faux-né de François Hollande? Vous savez, il a su assumer ses ruptures, il a quitté l'Élysée, ensuite il a démissionné du gouvernement, il a créé un nouveau parti. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui viennent de la droite, de la gauche. Notre ambition, elle est simple, c'est dépasser la logique des partis politiques pour éviter ce jeu qui a fait monter le Front National. On se passait le pouvoir entre la droite et la gauche et on n'a pas vu le Front National monter et l'impasse dans laquelle il nous conduit aujourd'hui. Merci Christophe Castaner et Nicolas Bay de vous être prêtés à ce débat ce matin sur France Info. Merci à vous. On se retrouve demain, bien sûr. Il y aura un autre débat de ce type et ce sera mercredi prochain sur France Info. À demain.